Et si les mots étaient bien plus que de simples outils? S'ils étaient en fait des ponts vers des mondes invisibles? C'est cette idée, à la fois fascinante et profonde, que l'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans un discours de la mer qui date de 1955. C'est une réflexion sur la littérature, sur la conscience et sur le but de la vie. Et on va voir que c'est d'une actualité assez surprenante. Voilà, tout part de cette phrase. Ce que la mère suggère ici, c'est que les mots ne sont pas juste des étiquettes qu'on colle sur les choses. Non, ils sont comme une passerelle, une connexion vivante avec des dimensions plus profondes de la réalité. Que ce soit des forces, des vibrations ou même des idées pures. C'est une vision de la langue comme un véritable pont vers l'invisible. Alors, la question qui se pose, c'est comment on aborde la littérature? Pour la mère, la réponse est claire. C'est avant tout un art. Et comme n'importe quel art, eh bien c'est fait pour être ressenti, pour être vécu, pas simplement pour être décortiqué. L'image qu'elle propose est percutante. Analyser une œuvre de manière purement technique, c'est comme prendre un être vivant et le réduire à son squelette. On perd tout, le charme, la musique, la vie qui palpite dedans. La littérature, c'est fait pour évoquer des choses, pour faire vibrer quelque chose en nous, pas pour être expliqué froidement. La vraie compréhension, elle vient de cette résonance intérieure, de ce qu'elle appelle un sens correspondant, pas d'une dissection intellectuelle qui, au final, passe à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas qu'une question de plaisir ou d'expérience esthétique. La mère insiste bien là-dessus. S'engager avec de la bonne littérature, ça a des bénéfices très, très concrets. Lire, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est un véritable outil de développement personnel. Et voici comment, concrètement. Une bonne lecture, ça nous rend plus intelligents, tout simplement. Ça affine notre compréhension du monde. Ça cultive ce qu'on appelle le bon goût. Ça enrichit notre esprit. Ça nous apprend à organiser nos propres idées et, au bout du compte, à mieux nous exprimer. C'est vraiment une progression complète, à la fois intellectuelle et artistique. Bon, tout ça, c'est l'idéal. Mais il y a un obstacle majeur qu'elle voyait déjà très bien en 1955 et qui aujourd'hui est devenu gigantesque. C'est le piège de la médiocrité, ce véritable déluge de contenu qui submerge notre culture. Le constat est assez brutal. Le monde est littéralement noyé sous une production de masse, souvent vulgaire, presque toujours mal écrite, mal pensée. Et pourquoi? L'objectif n'est plus d'éduquer ou de faire progresser qui que ce soit. Le seul but, c'est de faire de l'argent. Les nouvelles techniques ont permis de produire à bas coût et ça crée un immense marché de la médiocrité qui, petit à petit, détruit le goût et décourage tout effort intellectuel. Et avec cette citation, elle met le doigt sur la racine du problème. C'est cet esprit purement mercantile, ce fameux veau d'or, qui domine tout. Le profit est devenu la valeur suprême et il a complètement éclipsé la recherche de qualité, de vérité ou de beauté. Et pour que ce soit bien concret, elle donne cet exemple, absolument frappant. La valeur d'un être humain n'est plus mesurée par son intelligence, sa bonté, son caractère, non, elle est mesurée par sa richesse. Dire de quelqu'un « il vaut $1 million », c'est devenu le compliment ultime. C'est une distorsion complète et assez effrayante des valeurs humaines quand on y pense. Face à ce constat un peu sombre, on arrive à un tournant dans le discours. La mère nous place en fait devant un choix fondamental que chacun, à un moment, doit faire sur la manière de vivre sa vie. Et le contraste est saisissant. D'un côté, il y a la grande majorité, qui vit une vie plutôt inconsciente. Le résultat, l'ennui, la recherche permanente de distraction, l'évitement des vraies questions, bref, une existence un peu gaspillée. Et de l'autre côté, il y a une minorité qui choisit la vie consciente, c'est-à-dire une quête de sens, une volonté de comprendre, de progresser, de faire quelque chose pour que sa vie aboutisse à quelque chose. Bon, maintenant, pour ceux qui décident de prendre cette voie consciente, il y a encore une distinction à faire. La mère décrit 2 grandes approches, 2 chemins possibles pour ce développement. Le premier chemin, c'est le chemin intégral. L'idée, c'est de développer le plus complètement possible toutes nos facultés humaines. C'est de bâtir une base très vaste, très riche, faite d'expériences et de connaissances. C'est la voie qu'elle recommande pour la plupart des gens, et en particulier pour les plus jeunes. Et puis il y a le second chemin, le chemin austère. Lui, il est beaucoup plus direct, beaucoup plus concentré. Il vise uniquement la réalisation spirituelle, en laissant un peu tout le reste de côté. C'est une voie pour un très très petit nombre de personnes, souvent celles qui ont déjà une grande maturité intérieure. Toute cette analyse nous amène donc à la conclusion logique, à la toute première étape en fait, à la question fondamentale que chacun doit se poser. Et la question, elle est d'une simplicité désarmante. De quel côté veut-on être ? Du côté de ceux qui passent leur temps à s'agiter sans but ou du côté de ceux qui cherchent à comprendre la vie et à en faire quelque chose de constructif? C'est ça le premier choix, le plus essentiel de tous. Et on termine sur cette invitation qui est presque une méditation, une suggestion pour regarder à l'intérieur de soi et commencer à identifier, puis à éliminer tout ce qui nous attache obscurement à cette manière de vivre inutile.
C'est une pensée très puissante pour conclure notre analyse et surtout pour continuer la réflexion bien après.